Le bout du monde est là, sur ce continent entouré d'eau. Une île aussi large que les États-Unis, 14 fois la France pour seulement 3 habitants au kilomètre carré. Une terre de lumière, un monde aborigène que les Anglais ont baptisé Australie en 1625. 26 000 kilomètres de côtes, autant de plages, de baies, d'endroits magiques, solitaires, originels. Entourée aux 3/4 par l'océan, Margaret River est une petite péninsule qui s'est nichée dans un coin de paradis. Une petite rivière qui s'écoule paisiblement vers l'océan, des forêts épaisses en alternance avec un paysage aride, une beauté presque cachée qui ne saute pas aux yeux mais se dévoile peu à peu. Un monde protégé, une réserve naturelle âprement défendue par ses habitants. Dans les années 60, il n'y avait qu'un hôtel à Margaret River. L'explosion du surf en Australie fit venir dans la paisible bourgade des jeunes amoureux de la nature, tandis que la naissance des vignobles apporta une source non négligeable d'argent. Ce fut à ce moment-là que la communauté de Margaret River sut réagir avec beaucoup d'intelligence. Ils se posèrent les bonnes questions et optèrent pour un tourisme de qualité et non un tourisme de masse. Pauline MacLeod fut à l'origine de ce travail de fond. Elle dirigeait l'office du tourisme de cette petite ville bien avant qu'elle soit connue. Dans les années 80, elle vit naître le boom touristique et travailla ardemment à la transformation de cette péninsule en une zone protégée. Les requins de l'immobilier n'avaient plus accès au littoral ni à l'intérieur des terres. Margaret River était préservée. Le tourisme mondial du vin s'est toujours intéressé à un tourisme durable. C'est-à-dire qu'il a focalisé son attention sur ce que dépensent les visiteurs plutôt qu'à leur nombre. Margaret River a explosé juste après la chute vertigineuse de la région du Queensland. Ils avaient privilégié le nombre de touristes et non la qualité des prestations. Leur tourisme a chuté et cela nous a servi de leçon et nous a confortés dans notre élan initial, qui était une autre voie, celle de la qualité pour un petit nombre, mais qui dépense plus. Ici, le vote vert est largement dominant. La communauté vous demandera toujours d'être responsable du nombre de touristes que vous allez amener. C'est notre force. Elle nous a permis de garder un bel équilibre. Margaret River a réuni des gens venant de tous les coins du monde. Ils forment un kaléidoscope bigarré à la couleur verte, écologique, babacool, unis par l'attention toute particulière qu'ils portent à cette beauté. La mer est au centre de leurs préoccupations. 2 mois par an, des baleines viennent mettre bas au bord des côtes de la péninsule. Des colonies de dauphins se sont établies tout au long du rivage. Comme partout ailleurs, la chute drastique du nombre de poissons a mis en danger leurs amis marins. La communauté s'est donc grandement mobilisée pour créer une réserve sous-marine autour de la presqu'île, projet qui est sur le point d'être finalisé. Steve Mitchell est l'un des principaux instigateurs de ce vaste programme. Ancien pêcheur reconverti dans un tourisme écologique, Steve fut le premier et le seul à avoir une licence pour amener les touristes rencontrer ses amis, les dauphins. On a un petit groupe de dauphins à nez de bouteille. Ça, c'est le nom scientifique. Je crois qu'il y en a 1 ou 2 petits dans ce groupe-là. L'eau est très claire ce matin.
Ces dauphins à nez de bouteille vivent près des rivages. Ils ont élu domicile dans cette baie. Il y en a 240 ou 250 qui viennent régulièrement. Ils pèsent 200 kg à l'âge adulte, mais certains peuvent aller jusqu'à 300 kg. Ils mangent de 7 à 10% de leur masse par jour. Donc c'est une grosse quantité de nourriture qui est consommée chaque jour. Les poissons sont nombreux dans cette baie. C'est un bon endroit pour les dauphins ici parce qu'il y a beaucoup de nourriture. C'est une chaîne alimentaire durable. La rencontre avec les dauphins est un moment privilégié, assez rare. Elle dépend de l'humeur des cétacés et, paraît-il, des vibrations dégagées par le groupe d'humains désireux de nager avec ces habitants d'un autre monde. Aujourd'hui, la magie n'est pas au rendez-vous. Les dauphins qui venaient de donner naissance à 2 petits ont préféré prendre le chemin du large. De temps en temps, quand Steve reçoit des clients désirant parfaire leur approche de la mer, il les amène sur un voilier. Ici, on paie ce qu'on veut à la fin de la virée, en fonction de sa bourse et de la satisfaction du voyage. C'est une approche beaucoup plus philanthropique que financière. Le but de Steve est de laisser les touristes s'imprégner de l'océan, du murmure du vent dans les voiles, de cette nature méconnue afin de leur parler de ce qui le préoccupe le plus, la mer. Pour lui, la sauvegarde de la Grande Bleue passe par une prise de conscience des gens. On parle aux médias, mais je pense que la meilleure façon d'éduquer les gens, c'est de les faire venir ici, de les avoir devant vous. Ils sont là dans l'instant. Ils ressentent cet endroit, ils le vivent, le respirent. Ils font alors partie de ce lieu, de cette côte. Moi, je suis un gars d'ici. Eux, ils deviennent des locaux pendant 5 minutes. Pour moi, pendant une grande période de ma vie, l'océan était riche. Les ressources étaient vraiment abondantes. Mais maintenant, ça a changé. On le voit tous, on le comprend tous. Il ne faut pas tout prendre. Oui, il faut en laisser à nos enfants. C'est aussi simple que ça. Je pense que le monde est très vorace. Il nous faut changer cet état d'esprit. Il faut que toutes nos pensées se concentrent et nous fassent évoluer vers des choses durables.
Fin d'une journée bien remplie, un moment choisi pour terminer en beauté, retrouver un instinct primitif, simple, et laisser aller ses pensées, bercées par le son perpétuel de l'océan. J'ai commencé à faire du surf il y a longtemps, quand j'avais 12 ans. Aujourd'hui, je n'ai plus la même forme physique, mais je sais beaucoup mieux qui je suis, ce que je fais. J'ai vraiment cette appréciation beaucoup plus aiguisée qu'avant, quand j'avais 25 ans et que j'étais au top de mon surf. Alors, ce n'est plus une histoire d'adrénaline maintenant? Non. C'est ce que c'était? Oui, l'adrénaline, l'ego. Je peux surfer mieux que ce type-là. Non, ce n'est plus ça. C'est beaucoup plus une histoire d'humilité par rapport à l'océan, par rapport au son de l'océan. C'est la nature dans son sens le plus brut. Je me sens humble par rapport à ça. Il y a beaucoup d'arrogance dans l'homme, mais dans l'eau, il n'y a vraiment que ce sentiment d'humilité totale qui prédomine. L'une des principales attractions de Margaret River reste le surf. Véritable institution en Australie, la péninsule protégée attire des milliers de surfeurs venus de tous les coins du monde. Ici, on pratique toutes les formes de glisse, kitesurf, windsurf ou surf tout court. L'important est la sensation, la vision intime de l'océan, la recherche perpétuelle du meilleur terrain de jeu. Une dépendance qui commence dès le plus jeune âge. Le surf est une communion avec la mer. La sensation de piloter une voiture de course, sans moteur, sans pollution, grâce à cette énergie constamment renouvelée que nous donnent les marées. Les gens qui pratiquent ce sport sont des sentinelles des côtes. Ils surveillent, éduquent, partagent cette passion saine et respectueuse avec les visiteurs de la péninsule. Blair est l'un d'entre eux. Il est monté sur une planche à l'âge de 8 ans, avec son père comme instructeur, sur les côtes de son pays natal, la Nouvelle-Zélande. Il a découvert ensuite cette région et s'y est installé. Aujourd'hui, il va donner une leçon de surf à des débutants. La première chose que l'on fait, c'est qu'on ramène le pied arrière vers l'arrière de la planche. Le genou à l'intérieur. Ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est qu'on se relève avec les bras et qu'on pose le genou à l'intérieur. Le même genou que le pied arrière. La prochaine étape, la troisième, placez ce pied devant, juste sous le genou. À partir de là, c'est facile. Il suffit de se lever. Mais il faut être sûr qu'on se lève bien droit. Pousser vers l'avant, se redresser et faire un quart de tour. Super, Jean, quel style! One thing we talk about in the lessons is a buzz. Dans les leçons, on parle du buzz. C'est un terme de surf qui veut dire planer. C'est le sentiment qu'on a quand on prend une très belle vague et qu'on la suit.
C'est une sorte d'aventure pour tout le monde et à tous les niveaux. Il y a l'adrénaline, ce buzz, mais il y a aussi le côté entièrement naturel, à part la planche sur laquelle on est. C'est une énergie qui vient de milliers de kilomètres, et vous êtes là, à cette seconde précise, pour la récupérer et la suivre. Cette énergie qui vous enveloppe, qui vous recouvre et qui ensuite vous recrache. C'est vraiment indescriptible. Ce qui est génial là-dedans, c'est que les gens qui apprennent pour la première fois, dès le premier jour, si on leur enseigne correctement, vont pouvoir ressentir ce buzz. Dès qu'ils vont ressentir cette énergie qui bouge, ils lèvent les bras ou hurlent de plaisir. Malheureusement pour nous, il nous faut rencontrer des énormes vagues pour avoir ce sentiment. Il nous faut des situations un peu dangereuses. En fait, c'est comme un drogué qui se fait un fixe pour la première fois. Il ne lui faut pas grand-chose pour décoller. Et puis ensuite, il lui faut des doses de plus en plus puissantes. Mais même si c'est une journée ordinaire, avec des bonnes conditions, on ressent quand même ce buzz. Mais on ne se met pas à hurler de bonheur. Par contre, si on voit des dauphins danser avec nous, alors là, on hurle de plaisir. Blair ne fait pas que du surf, il est aussi professeur d'escalade. Les falaises sont situées à 2 pas de la plage. Il n'est pas étonnant de voir ce funambule de l'océan s'accrocher à une paroi. Une autre manière de ressentir la pesanteur, de voir la mer, de partager sa seconde passion avec des touristes amoureux d'une nature vierge et sauvage. Yeah, enjoy the view. Why? You! The world from a different perspective. I came here as a Je suis venu ici en tant que voyageur and wanted to stay here. et j'ai décidé de m'établir ici. Wanted to work in the outdoors and teach. Je voulais travailler au grand air. And then now we've set up, we've got a base and Aujourd'hui, ma base est bien installée. Et j'espère qu'il n'y aura pas des millions de personnes qui viendront ici pour faire la même chose que moi. C'est un cercle vicieux. Cet endroit isolé est prisé par les investisseurs qui pensent en termes d'argent et de développement. Il y a aussi les gens qui, comme moi, ont tout simplement envie de changer leur vie et de venir s'installer au bord de la mer. Mais à ce moment-là, ils vont aussi changer la mer. On a vraiment envie de vivre sur cette belle côte parce que c'est un parc naturel. Il est protégé. Et s'il doit changer, il faut le faire en douceur pour qu'il n'y ait pas d'impact sur l'endroit. Remonter la rivière de Margaret River, c'est rencontrer les origines de la petite ville. La péninsule fut découverte en 1831. En 1876, il n'y avait que 3 maisons le long de la rivière.
Et puis des bûcherons attirés par la forêt épaisse qui recouvrait la presqu'île vinrent s'installer ici. Les arbres servirent en grande partie à la construction d'une ligne de chemin de fer. Le déboisement fit naître des pâturages et les premiers fermiers apparurent. C'est pour retrouver cette vie proche de la nature que Joy et Simon Ensor décidèrent de construire leur bungalow aux sources de Margaret River. Leur démarche est pleinement en accord avec les préoccupations écologiques de la région. Des petites structures, construites avec des matériaux locaux, une énergie principalement solaire, des sensations identiques à celles des premiers colons venus s'installer ici il y a seulement 3 générations. À l'intérieur, c'est du bois qui vient de notre propriété. La même chose pour les tables. Dans les chalets, on a des poutres en jarra qui viennent aussi de la propriété. On a toujours essayé de choisir des matériaux près de chez nous. Par exemple, on a pris du bois près du site, mais même au niveau de l'emballage, on a fait des efforts, comme le pain que l'on fait nous-mêmes. On avait des œufs frais, mais il y avait un renard. Donc c'était un vrai défi. Il venait de temps en temps prendre les poules. Maintenant, on prend des œufs à Margaret River auprès de jeunes paysans. Grâce à tout cela, on développe le business local. La plupart des Australiens n'ont jamais caressé de kangourou, n'ont jamais senti la douceur de sa fourrure. C'est merveilleux de voir de si près des oiseaux qui se nourrissent ou qui jouent dans l'eau, d'être dans un jacuzzi sous les étoiles avec un verre de vin fait ici, d'être en accord avec la nature. On se rend compte que notre vie moderne nous fait perdre toutes ces sensations. Margaret River est l'une des régions viticoles les plus connues en Australie occidentale. On dénombre plus de 700 hectares de vignes plantées et 28 établissements vinicoles. Une grande variété de raisins est désormais cultivée dans la région. Mais la particularité de la péninsule est sa volonté d'orienter les récoltes vers du vin de qualité. Là encore, la conscience verte de la petite communauté a su s'immiscer dans la pensée des cultivateurs pour faire peu mais bien. Une autre manière de préserver l'environnement en évitant une culture extensive. Séverine est arrivée en Australie il y a une dizaine d'années. Œnologue formée à Bordeaux, elle n'a eu aucune difficulté à trouver du travail sur la péninsule. Elle a été accueillie avec enthousiasme par les Australiens car elle est convaincue que cette région se prête tout à fait à une culture biologique du vin. On n'a pas du tout pulvérisé de désherbants, pas d'herbicides, de pesticides. Déjà, on a beaucoup moins de pression, on n'a pas de pression botrytis cette année. Vraiment, au niveau du temps, on a un temps superbe. Donc, on n'a pas eu besoin de sulfiter ou de traiter avec du cuivre. Donc voilà, il n'y a rien. Les vins de Margaret River sont très connus. Margaret River, ça représente que 2% de la production d'Australie, mais c'est connu dans le monde entier, Margaret River. Qui produisent 25% de vins de qualité. Donc, ils commencent à exporter énormément en Asie aussi.
Donc oui, évidemment, le vin, et puis il y a énormément de wineries qui ont des restaurants en même temps, donc bon, qui organisent des concerts aussi. Le wine, c'est peut-être l'exploitation la plus caractéristique qui attire le plus de touristes. Les Wine Estate est une entreprise viticole modèle, en premier lieu par sa manière de cultiver ses vignes. Fidèles au concept de vin biologique, les propriétaires ont fait tout leur possible pour utiliser le plus d'éléments naturels dans leur culture viticole. Comme par exemple planter des arbres fruitiers à proximité des vignes pour attirer les oiseaux vers les vergers plutôt que vers le raisin, ou traiter chaque pied avec un cercle répulsif pour empêcher les insectes de monter sur les vignes. Ils ont ensuite créé un restaurant gastronomique. Le cadre est idyllique. Les plats sont cuisinés par un chef australien, Danny Angove, qui propose des saveurs osées, multiples, uniquement confectionnées par des produits frais et locaux, accompagnés par des vins que les clients peuvent goûter avant de les consommer. Nous avons du Riesling sec, du chardonnay, l'un des meilleurs chardonnays d'Australie. Je vais essayer celui-là. Très bien, nous en avons 3 aujourd'hui. Du Shiraz sec pour commencer. Un vin jeune, on peut le boire dès maintenant. Il est très fruité, facile à boire. Lequel ? Le blanc, très bien. Vous voulez 1 ou 2 verres ? Les propriétaires n'ont pas arrêté leurs efforts pour promouvoir leur vin et leur région à un restaurant et une salle de dégustation. Ces anciens cultivateurs ont pensé que la cuisine, la musique et la peinture se mélangeraient parfaitement avec l'art de faire du vin. Ils ont donc créé une exposition permanente de peinture dans les sous-sols de leur entreprise et une salle de concert à ciel ouvert pouvant accueillir 22 000 personnes. De l'Orchestre Philharmonique de Londres en passant par Sting, de nombreux artistes se sont produits sur la pelouse du Leeuwin. On sent bien qu'ici, de nombreux efforts ont été faits pour créer un univers profond et respectueux autour de la fabrication du vin. Cette volonté n'est pas isolée. Elle fait partie d'une préoccupation commune, intransigeante, de tous les acteurs économiques de la communauté. Margaret River est un microcosme. Un exemple de résistance à la pression sans cesse renouvelée du rapidement rentable, qui génère une consommation massive, destructrice et éphémère. La réputation écologique de cette petite ville a traversé les océans et a attiré de nombreux touristes. Ils savent qu'en venant ici, ils vont trouver du travail pour continuer leur voyage, dans un univers sain et loyal. Alors ils viennent de partout. Les vendanges pour eux sont une aubaine. I'm from Korea. From Japan. From Germany. Taiwan. Je pense que si on travaille sérieux, que pendant ce temps-là on fait pas trop la fête, on essaye de faire des économies. On peut presque travailler 1 mois et voyager 1 mois derrière. Ouais. Mais bon, ça dépend. Ça dépend comment on voyage. Ouais. On est là pour l'escalade plutôt, rien à voir. Tout le monde fait du surf, mais on grimpe plutôt. On fait les sites d'escalade en Australie, on fait le tour par les sites d'escalade. Une autre manière de voyager, en rencontrant les habitants et le pays grâce au travail. Il y a aussi une autre forme d'échange équitable qui s'appelle le woofing. Née en Angleterre, cette forme de partage offre aux touristes la possibilité d'avoir un logement gratuit chez l'habitant en échange d'1 ou 2 heures de travail par jour. La plupart de ces jeunes voyageurs cumulent les 2 formules. Vendange le matin, woofing l'après-midi. Un voyage qui dure, la découverte d'une contrée lointaine vue de l'intérieur, un tourisme respectueux. Là, je suis en train de fouler le tempranillo qu'on a ramassé hier et que j'ai mis au froid pendant toute la nuit. Donc là, c'est à 8 degrés et là, j'attends. Là, je le foule, comme ça, il y a tous les arômes et à froid, on extrait beaucoup plus de bonnes choses. On extrait les bons tanins, les bons arômes et après, je mettrai, quand ça se réchauffe, je mettrai les levures. C'est mon petit plaisir, hein. Mon petit plaisir personnel. Au début du XXe siècle, Margaret River fut connue pour la qualité de sa laine. La demande se faisant de plus en plus forte, la plupart des fermiers développèrent leur production vers l'élevage du mouton. Paul Brennan est né dans cette ferme, tout comme sa famille, et cela depuis 3 générations. Son arrière-grand-père était l'un des premiers pionniers à venir s'installer ici.
La laine ne devenant plus rentable, il a été obligé de se reconvertir. Amoureux du cheval depuis toujours, il fut un grand joueur de polo-cross en Australie. Il décida de transformer une partie de sa ferme en un centre équestre. Il propose un voyage à cheval, pas tout à fait comme les autres. Chez lui, on ne monte pas dans un manège. On va à la rencontre du passé, de ces premiers colons qui vinrent ici en 1850. S'ils vont trop vite, vous vous asseyez bien sur la selle et vous tirez les rênes. Et ils vont ralentir. Ils s'arrêteront, mes amis, parce qu'ils sont bien dressés. Non, ils ne vont pas s'emballer. S'ils désobéissent, c'est que vous leur avez posé la mauvaise question. Concentrez-vous seulement sur vos mains et sur vos pieds. Si vos mains sont bien placées et que vous ne les talonnez pas avec vos jambes, tout ira bien. Les principales erreurs que font les débutants, c'est qu'ils vont laisser partir leurs jambes en arrière et donner au cheval des coups dans l'estomac, et qu'en même temps, ils tirent sur leurs rênes. En un sens, vous lui indiquez d'accélérer et de freiner en même temps. Cela veut dire que si c'était une voiture, la boîte de vitesse exploserait. Mais lui, c'est sa tête qui explose. Il ne comprend pas ce que vous voulez. Tout cela m'apporte un beau style de vie. Au niveau financier, ce n'est pas forcément extraordinaire, mais c'est vraiment un travail épanouissant. Je rencontre des gens de tous les horizons qui viennent ici. En fait, ça me permet de gagner ma vie tout en vivant ma passion. Avant, j'ai dû faire beaucoup de travaux différents dans ma vie, uniquement pour des raisons financières, et cela ne m'apportait pas grand-chose. I've seen it from both ends. Jouer au fermier, rassembler les vaches, se plonger dans un western grandeur nature, Paul offre ce qu'il aime. On est en Australie. Je n'essaye pas de leur faire croire qu'on est à Paris, à Beyrouth ou en Californie. Non, ici c'est l'Australie occidentale. Et ce que j'essaye de faire, c'est d'offrir une expérience authentique de l'Australie de l'Ouest. Le climat est magnifique. Il y a des vignobles, des grottes. On peut faire du surf. On n'a pas besoin de donner autre chose que notre authenticité. Au moment de la conquête de l'Australie, on comptait près d'1 million d'indigènes répartis en plus de 500 tribus parlant autant de langues et de dialectes. L'arrivée des Européens en Australie constitua pour les premiers habitants du pays une véritable catastrophe. En 1920, on ne comptait plus que 60 000 aborigènes en Australie, soit une baisse de 96% de la population d'origine. Beaucoup d'anthropologues ont parlé alors d'une forme de génocide pratiqué par les Australiens. D'ailleurs, en mai 1997, Sir Ronald Wilson, le président de la Commission australienne des droits de l'homme, n'hésitait pas à déclarer « Nous sommes convaincus que ce qui a été fait à l'égard des aborigènes correspond à la définition en droit international de génocide. » Aujourd'hui, les choses ont changé. Bill, qui a vécu toute sa jeunesse dans le bush, est responsable du centre culturel aborigène de Margaret River.
Le but de son existence est de partager sa culture avec les descendants de ses oppresseurs. Il commence par des exemples simples, basiques, qui illustrent bien à quel point son peuple est intimement lié à la nature. Voilà ce que nous appelons le grass tree. Les gènes de cette plante existent depuis 350 millions d'années. Donc elle est reliée à Gondwana. Ce sont des choses qui sont là depuis le temps des dinosaures. Elle pousse de plusieurs centimètres par an. Ce sont des arbres qui sont relativement dormants. Quand les Anglais sont arrivés, ils ne connaissaient pas le nom des plantes et ils nous demandaient « Comment appelez-vous cela ?» On répondait « Ja ». Ils disaient « Jara ?» On leur disait « Non, Ja ». « Ah, Jara ?» Alors on répondait « Bon, d'accord, comme tu veux ». Il y a nos empreintes qui sont là depuis des milliers d'années, alors que les Blancs ne sont ici que depuis 1770. Je pense que la rencontre de nos deux peuples fut un cataclysme. Si on voulait attraper plein de kangourous, on faisait des feux à la fin de l'automne. Ce qui se passe, c'est que quand il y a des buissons extrêmement denses, les kangourous creusent des tunnels et ils s'enfuient par les tunnels. Donc, nous, on bloquait les tunnels, on enchevêtrait les buissons. Quand les kangourous fuyaient, ils rentraient dans les tunnels et essayaient de sauter par-dessus. Mais ils se prenaient dans les buissons et on pouvait en attraper des centaines. Si vous avez été piqué par un moustique, il ne faut pas se gratter, sinon ça peut s'infecter. Il faut prendre une feuille de cet arbre, l'écraser comme ça, peut-être la mâcher un peu pour extraire l'antiseptique de la feuille, et ensuite frotter fermement à l'emplacement de la piqûre. Nous voulons que le passé soit transmis aux générations futures. Il est important pour tous ceux qui vivent dans notre pays aujourd'hui d'apprendre ce respect et de comprendre comment les aborigènes vivaient en harmonie avec leur environnement. Nous pensons que du fin fond de l'océan jusqu'ici, absolument tout est interconnecté. C'est primordial de comprendre pourquoi ces liens sont importants et de ne pas briser les chaînes qui les unissent. Je pense que ce qui arrive au monde aujourd'hui, c'est qu'on entre dans une ère de crise alimentaire. Le réchauffement climatique, la peur des individus peut être mieux maîtrisée si l'on observe comment les cultures indigènes de la planète se sont adaptées au cours de l'histoire. Et peut-être que cela peut nous apporter une force pour le futur. La force de se regarder les uns les autres différemment et de créer ensemble un monde meilleur.